Alors, Monsieur Hédé, nous allons donc parler de votre dernier ouvrage, les activités perdues du Grand Morin au fil du temps, au fil de l'eau, aux éditions Fiacre. Mais avant d'aborder votre revue, votre roman, nous aimerions en savoir un peu plus sur vous. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots votre parcours? Bon, eh bien écoutez, d'abord je suis né dans la région. J'ai maintenant pas loin, j'ai 90 ans, comment dirais-je, j'ai suivi ma scolarité primaire, secondaire Coulommiers. Mes études, après, j'ai fait 4 ans d'études textiles. Après, j'ai eu 20-30 mois de service militaire. Et à mon retour de service militaire, plus du tout envie de faire du textile. De tout temps, tout petit, j'étais passionné par l'histoire, l'archéologie, l'art, en règle générale, la musique. Et j'ai décidé, et j'ai bien fait, d'embrasser la carrière d'antiquaire. Car j'avais un amour tout à fait particulier pour les objets. Mais est-ce que, par rapport à cette passion, est-ce que vous avez suivi, par exemple, l'école des beaux-arts? Est-ce que vous avez suivi un cursus spécifique à l'art? Non, à l'époque, mis à part une ou deux écoles, il n'y avait rien. Il n'y avait pratiquement pas de documentation non plus. Ça m'a été très difficile. J'ai eu beaucoup de conseils de la part des aînés de la profession. Et puis, sa propre curiosité, mais j'ai fait mes études, si vous voulez, sur le tas. Hein. Je me suis souvent trompé, tant mieux pour les acheteurs à l'époque. Mais il s'est avéré qu'à la longue, j'étais pas une référence, mais j'avais une certaine cote. Dans toute cette activité, est-ce qu'il y avait une période sur laquelle vous étiez le plus sensible? Est-ce que c'était le XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, XIXe? C'est en fonction des trouvailles que l'on pouvait trouver dans la région, c'est plutôt fin 18e, début 19e. Le meuble paysan, le meuble régional, il y avait très peu d'exemples plus anciens. Donc là, je m'étais un peu spécialisé dans ce genre de mobilier. Et donc, si je comprends bien, vous étiez à votre compte alors? Ah oui, j'étais à mon compte. Et comment s'est passé le rapport avec la clientèle qui venait vous voir? Comment finalement vous avez réussi à créer cette clientèle? Beaucoup le passage, alors le choix de l'endroit où vous installez pour faire ce métier, le passage, et puis après de bouche à oreille. Et c'est très facile. Si une clientèle est satisfaite, eh ben, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Vous avez une clientèle attachée, une clientèle fidèle. Oui, je dis bien. En vue de cette activité artistique, est-ce qu'il vous arrivait de vous promener partout en France ou c'était uniquement dans la région Briarde? On s'est promené partout en France pour la bonne raison que par ici, on trouvait que, parlons aux meubles régionaux, on trouvait que beaucoup de chênes, un petit peu de noyer, et il fut un moment où la grande mode a été le merisier. Donc le merisier ne se trouvait que dans l'ouest de la France. Donc il fallait aller, on allait faire nos achats chez des collègues qui nous proposaient des marchandises en merisier. Voilà. Alors ça, c'est ce qui vous a permis justement d'avoir un peu toutes ces connaissances. Et puis, votre livre, on va commencer à l'aborder, les activités perdues de Grand Morin, au fil du temps, au fil de l'eau, aux éditions Fiacre. Est-ce qu'à travers ce livre également, vous retracez votre passion justement des meubles, ou alors vous vous êtes consacré uniquement à cette histoire du Grand Morin, et peut-être qu'un jour, vous allez peut-être éditer un deuxième livre, cette fois-ci sur les meubles?
Non, pas du tout. Ça ne mérite pas ça. Il y a déjà eu quelques articles dans des journaux où j'ai été sollicité, des photos de meubles qui étaient dans mon magasin, ainsi que des collègues de la Ferté-sous-Jouarre et d'ailleurs, dans des revues comme peut-être Connaissance des Arts, je ne me souviens plus très bien. Bon, non. Là, ce livre, au fil du temps, je dis bien au fil du temps, au fil de l'eau, c'est-à-dire dans le passé jusqu'à nos jours, et au fil de l'eau, de la source jusqu'au confluent, c'est parti de la trouvaille d'un document chez un libraire parisien, un document de la fin du XVIIIe, qui réglementait les activités sur le Grand Morin. Et ça m'a interpellé et j'ai acheté. Et depuis ce jour, ben, je me suis intéressé au Morin. Ça représente des années de travail, récupérer des documents, des anecdotes, etc., etc. Alors parlons un peu justement, pour aborder ce livre, de la mise en situation. Pourquoi cet ouvrage? Et puis comment vous est venu justement ce désir d'écrire ce livre? Parce que c'est pas évident, vous auriez pu très bien, comme beaucoup de gens le font, on garde ça en mémoire, on en parle autour de sa famille, mais sans une réelle envie de produire et d'écrire un livre. D'abord parce que je trouvais que le sujet était assez original et assez inédit. Beaucoup d'amis historiens ont écrit sur tel personnage, sur leur commune, etc., etc. Là, moi, j'abordais des choses dont les gens ignoraient totalement. Moi, au départ, j'ignorais totalement l'existence, que ce soit le flottage du bois, nous allons en parler tout à l'heure, que ce soit la pêche, que ce soit toutes les activités qu'il y avait au fil de l'eau. Et alors donc cette mise en situation, est-ce que nous pouvons aborder par cette... Alors, le Morin est une rivière qui prend sa source dans la Marne, à côté de Cézanne. Il fait 120 km. Il traverse la Brie qu'on appelle la Brie champenoise et un peu la Brie humide. Il se jette dans la Marne, du côté de Couilly-Pont-aux-Dames, non, même un peu plus loin, Esbly. Il fait 120 km, et nous reparlerons tout à l'heure, j'appuierai sur la question. Il y avait sur cette rivière 17 km navigables, ce qui fait une originalité de cette rivière. Alors, vous mentionnez 17 km, on en parlera tout à l'heure. Alors, peut-être que pour mieux comprendre votre ouvrage, il faudrait peut-être poser les premières pierres, à savoir la situation géographique et surtout historique. Alors, géographique, alors rappelons que cette rivière traverse des vallées boisées, relativement riches au niveau végétation. Hein. Cette rivière arrose, en fin de compte, des villes. Le long de cette rivière se sont créés des bourgs et des villes un peu importantes, Meilleray, La Ferté-Gaucher, Boissy-Châtel, Coulommiers, Crécy, ce sont des villes qui sont devenues très, très, très importantes, quoi. On regarde là. Voilà. Ça c'est au niveau de l'aspect géographique. Et maintenant, au niveau historique, alors. Alors, au niveau historique, depuis les temps les plus reculés, l'homme s'est approché des plans d'eau, et puis, car ils avaient besoin, l'eau c'est la vie, donc ils se sont installés le long de toutes les rivières. Pour ce qui est du Morin, ce dont on est sûr, c'est que déjà, à la préhistoire, il y avait une population qui était côtière, mitoyenne, à la rivière, car sur les versants et sur les plateaux, on a trouvé des quantités de silex taillés, paléolithiques, les silex polis, néolithiques,
Donc après, une chose très intéressante, il a été découvert à la Ferté-Gaucher, entre autres, et puis au-dessus de Coulommiers, des fonds de cabanes gaulois. Donc après la préhistoire, on arrive aux Gaulois, donc il y avait une présence gauloise importante. Ils se servaient de la rivière pour la pêche et en même temps pour bouger. Hein. Ils naviguaient déjà sur des embarcations très primitives. Après, vous avez les Romains qui non seulement ont utilisé les voies romaines, ont utilisé le morin comme voie en complément des voies romaines, d'autant plus qu'à Coulommiers, deux pas de Coulommiers, à Chailly-en-Brie, qu'à la Gomme, sur les vieilles cartes, eh bien, vous aviez un carrefour de deux voies très importantes, qui se croisaient entre le nord et le sud, et l'est et l'ouest. Hein. C'est ce que vous m'aviez expliqué la dernière fois. Voilà. Donc, vous avez les Gaulois, vous avez les Romains. Après, bon, le Moyen-Âge, c'est un petit peu touffu, c'est un peu... qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau de l'histoire, au moment de la guerre de 100 ans, toutes ces villes un peu importantes, la Ferté-Gaucher, Coulommiers, Crécy, se sont entourées de remparts et, s'ils pouvaient, de fossés avec lesquels ils utilisaient l'eau du Morin pour se protéger. Donc, parce que c'était l'insécurité de la période moyenâgeuse. Plus tard, à la période classique, il y a de beaux châteaux qui se sont installés le long de cette rivière, en prenant en amont, par exemple, vers Cézanne, vous avez le château de Réveillon, qui existe toujours, qui est en parfait état de conservation. Vous aviez le château de Coulommiers, la duchesse de Longueville. Vous aviez un autre château qui était à Coupvray. Donc, on peut admettre que cette vallée attirait quand même les seigneurs, parce qu'il y avait de très beaux châteaux. Donc après, si on passe, on fait un grand pas dans l'histoire, on arrive au 19e siècle avec la campagne de France, la malheureuse campagne de France de 1814, où Napoléon est obligé de lutter contre trois armées, autrichienne, prussienne et russe, qui de l'Est, en suivant les vallées de la Seine et de la Marne, vont vers Paris. Et fatalement, quand on regarde la géographie, on s'aperçoit que le Morin, il est entre les deux. Et Napoléon allait d'une rivière à l'autre pour les battre. Et nous avons énormément souffert dans cette vallée de ce combat. Après, comme dans toute guerre en 1870, on a été occupé. Puis après, nous avons 1914. 1914, où directement le Morin n'a pas eu, il y a quand même une grosse bataille, mais c'est surtout sur la Marne et sur l'Ourcq. Et puis 1940, le Morin, il n'y a pas eu de bataille particulière. Si, à Réveillon, il y a eu une bataille, il y a plus d'une centaine de Français qui ont été tués. Et puis surtout, c'est que tous les ponts de la rivière ont été sautés au mois de juin. Voilà, pour essayer de retarder l'avance allemande. Voilà un peu pour l'histoire. Puis maintenant, l'histoire contemporaine, bon. Eh bien, je pense que pour l'histoire contemporaine, nous allons pour aujourd'hui terminer sur ce premier chapitre. Et puis nous aurons l'occasion de revenir dans le prochain chapitre, justement, des activités plus modernes. En tout cas, on peut toujours préconiser pour les gens qui aimeraient, pour les internautes qui suivent assidûment nos émissions, ils peuvent se procurer donc ce livre, Les activités perdues du Grand Morin, au fil du temps, au fil de l'eau, aux éditions Fiacre. Est-ce qu'on peut encore se le procurer aujourd'hui? Vous pouvez sur Internet, hein, et puis si vous commandez maintenant, l'envoi est gratuit. Bon, hein, l'envoi est gratuit jusqu'à un certain laps de temps, et puis oui, il faut se dépêcher parce qu'en fin de compte, l'éditeur connaît un peu sa clientèle
et n'a fait que 250 exemplaires. Et il en reste peu. Eh bien, il en reste peu, parce que ça part très vite. Monsieur Hédé, merci d'avoir accepté cette première invitation. On se donne rendez-vous très prochainement pour cette fois-ci la deuxième partie, le deuxième volet, concernant votre livre intitulé « Les activités perdues du Grand Morin au fil du temps, au fil de l'eau » aux éditions FIAC. Merci et à très bientôt.